Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h22, merci d'être avec nous. C'est la suite du petit déjeuner de l'actu avec ce livre splendide, magnifique, Napoléon dans l'intimité d'un règne aux éditions Larousse, la vie hors du commun du petit caporal corse devenu empereur de France. Et avec nous pour en parler, Dimitri Casali, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, historien et spécialiste justement de Napoléon. Oui, c'est plus qu'un livre, hein. C'est un véritable document, oui, c'est un album avec constitué ici et là de petites lettres, de petits mots, voilà, etc. De 50 facsimilés. Ouais, alors voilà, c'est ça, c'est des facsimilés. Comment vous avez voulu le construire en fait, cet ouvrage qui est absolument formidable. Je le montre à l'écran pour ceux qui nous suivent évidemment sur les télés et les réseaux sociaux. Voilà, la caméra, j'ai du mal à la suivre. Bon, voilà, c'est pas grave, ça reviendra tout à l'heure. Pour moi, une image vaut 1000 mots. Ouais. Et pour comprendre, j'ai été donc professeur d'histoire pendant 12 ans sur une banlieue nord, il faut enseigner l'histoire plus que jamais, parce que c'est l'histoire qui forme à la citoyenneté et qui lutte contre l'ignorance. Et là, pour Napoléon, il y a une immense ignorance. On en parle tous les jours, vous voyez. Enfin, on va pas... on va l'évoquer. Hein, on va l'évoquer. Oui, bien sûr. Parce que, en plus, tout est dit à l'intérieur du livre. C'est très équilibré. Vous ne cachez pas, en fait, ce thème. On peut l'évoquer, Dimitri Casali. C'est sur l'esclavage, quoi, qui a été relancé sous Napoléon, même s'il est revenu par la suite. Hein. D'un mot, d'ailleurs, là-dessus, sur cette époque, avant de revenir sur les autres étapes. L'esclavage, il faut dire une chose simple déjà, c'est que l'on ne juge pas l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui. Première année de fac d'histoire à la Sorbonne, on apprend toujours à replacer l'événement dans le contexte historique de l'époque. Et en 1802, l'esclavage était pratiqué sur la planète entière. Donc effectivement, Napoléon va rétablir l'esclavage pour des raisons économiques, avant tout, sous la pression des armateurs de Nantes et Bordeaux. Ouais. Mais c'est en 1794, la France avait été la première nation au monde à abolir l'esclavage. Donc c'est vrai que c'est quand on replace dans ce contexte, on s'aperçoit d'autant plus que le seul qui était contre, on a les minutes du Conseil d'État pour cette décision, et le seul qui était contre, c'était Napoléon lui-même. Donc on voit bien il l'a quand même rétabli. Mais il l'a quand même rétabli pour des raisons économiques avant tout, et ensuite pour son esprit soi-disant colonialiste et complètement stupide. Napoléon avait avant tout voulait un système continental européen. Ce qui l'intéressait, c'est l'Europe et non pas les Antilles. Oui, mais bon, c'est vrai que c'était un conquérant. Napoléon, c'est un grand prédateur. Ouais. Il est dévoré par l'ambition. Bon, le second problème, c'est le rétablissement c'est la lutte, la fin de la fin de la République. Non, alors la fin de la République, que Alexis Corbière a déclaré qu'il était le fossoyeur de la République. C'est totalement faux. S'il y en a un seul qui préserve les acquis de la Révolution et de la République française, c'est Napoléon. C'est lui qui, sans le coup d'État du 18 Brumaire, la monarchie aurait été rétablie. Mais c'est ce que démontre Jean Tullard dans tous ses livres. En fait, la Révolution s'arrêtait en 1799 par le retour de Louis XVIII. Mais on voit bien l'immense ignorance qui baigne aujourd'hui à la fois chez les députés, chez les profs d'histoire, chez certains historiens de gauche. Bien sûr que Napoléon a sauvé les acquis de la Révolution. Oui. Et quand on parle de féminisme, parce que bien sûr, les féministes, troisième problème, les féminismes, et féministes, qui font, et vous l'avez dit, il ne faut pas faire de déni de l'histoire. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Parce que c'est vrai que sur le droit des femmes et sur le code civil, on en prend un peu pour notre grade. Alors, effectivement, moi, c'est peut-être le troisième volet sur lequel c'est le plus difficile de défendre Napoléon. C'est parce qu'effectivement, il était plutôt misogyne. Ça, je vous l'accorde. Mais c'est l'époque aussi qu'il voulait, mais tout de même, c'est lui dans le Code civil. Donc je rappelle aujourd'hui, le Code civil, 50% des articles sont toujours opérationnels 200 ans après. Dans n'importe quel pays au monde, ça n'existe pas. On voit la prescience de Napoléon quand il a promulgué ce Code civil. Non, le Code civil, bien sûr, il est dans l'article 213, la femme doit obéissance à son mari. Pour lui, il avait été bercé par l'Antiquité, par le modèle romain, bien sûr, patriarcal, le modèle des empereurs romains d'Auguste en particulier. Et pour lui, effectivement, l'homme devait diriger la femme. Ça, c'est une évidence. Mais
je dis bien mais, dans son code civil, c'est le premier justement à équilibrer l'héritage. Jusqu'alors, le partage n'était pas égal entre le fils et la fille des familles. Et c'est lui, dans une volonté d'égalité, parce que Napoléon, plus que la liberté, c'est l'égalité civile devant la loi. Et dans son code civil, c'est la première fois que les femmes héritent autant que les hommes, grâce à lui. Pareil sur l'homosexualité est complètement dépénalisée à partir de Napoléon. Pareil pour le divorce. Le divorce, c'est Napoléon, hein, il ne faut pas l'oublier. Et c'est Louis XVIII qui va... Il faut dire que ça lui servait un peu, quoi. Aussi. Voilà. Hein, ça, on va y revenir un petit peu. Mais donc il y a quand même beaucoup de liberté. Et puis on me dit c'est un affreux tyran. Savez-vous qu'il n'y avait que 2000 prisonniers politiques dans les prisons de l'Empire, 2000, quand on sait qu'il y en avait 500 000 durant la Terreur sous Robespierre, et que Louis XVIII, à la Restauration, juste après Waterloo, a fait exécuter plus de 900 bonapartistes dans le maréchal Ney. Napoléon dans l'intimité d'un règne, aux éditions Larousse, c'est un formidable ouvrage, nous en parlons ensemble, et vous pouvez interroger Dimitri Casali. N'hésitez pas, 0826 300 300, vous l'avez vu tout à l'heure avec Olivier, l'antenne vous est ouverte, vous pouvez poser toutes les questions. Il n'y a pas de tabou, évidemment, parlons vrai sur Sud Radio. Sur debarautomobile.com. On ne va pas chez Debar par hasard. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. C'est un livre magnifique, Napoléon dans l'intimité d'un règne, avec Dimitri Casali qui est avec nous ce matin aux éditions Larousse. C'est un très très joli cadeau. Et c'est un livre qui est aussi destiné à des plus jeunes, puisque la façon dont vous l'avez écrit, avec des dessins, avec des textes courts, avec finalement, ça s'adresse à tous les publics. Absolument. Bon, c'est mon côté professoral. Effectivement, il faut enseigner l'histoire plus que jamais, puisque c'est l'histoire qui forme à la citoyenneté. C'est grâce à l'histoire que l'on devient citoyen français. Et la vie de Napoléon démontre une chose absolument magnifique. C'est un message merveilleux pour les jeunes d'aujourd'hui, des banlieues en particulier. Moi, quand j'étais professeur à Cergy-Saint-Christophe, j'avais 100% d'immigrés. Et quand je racontais l'histoire de Napoléon, ce petit immigré corse qui arrivait en France sans parler un seul mot de français. Il ne parlait pas français jusqu'à l'âge de 10 ans et demi, et qui va souffrir à l'école militaire de Brienne. Ses condisciples le traitent d'étranger, il se bagarre à la cour de récréation parce qu'on se moque de lui, de son accent, de ce qui parle mal le français, il maîtrise pas encore toute la culture française. C'est un magnifique exemple d'intégration. C'est le principe même d'intégration, Napoléon. Je ne comprends pas que le gouvernement ne saisisse pas cette occasion justement pour montrer à tous ces jeunes immigrés qui arrivent en France chaque jour que Napoléon est le principe intégrateur de la France. Est-ce que ça veut dire que c'est cette régression du savoir qui crée aujourd'hui des fractures ? Peut-être. Tout à fait. C'est la longue montée de l'ignorance qui crée les fractures de la France d'aujourd'hui. La France n'a jamais été autant désunie, aussi fracturée, parce que justement, on exergue le communautarisme, alors que Napoléon, c'est le principe national intégrateur fondé sur l'égalité et sur la méritocratie. La méritocratie, c'est lui, la méritocratie républicaine. Mais Napoléon et la République sont unis jusqu'en 1809, sur le franc germinal, il y a marqué Napoléon, empereur de la République française. C'est difficile à comprendre. Aujourd'hui, le terme République n'avait pas le même sens à l'époque. C'était un terme balbutiant. Et c'est lui, justement, grâce à sa créativité, qui va fonder toutes les institutions de la République, que ce soit le Conseil d'État, les préfets, les communes, les lycées, les universités, la Cour des comptes, le décret de la Comédie Française. Dans tous les domaines, Napoléon a légiféré. Oui, dans une période qui est relativement courte, c'est une quinzaine d'années, plus évidemment l'ensemble des batailles à l'extérieur, l'Égypte, toutes ces campagnes. Est-ce que son image n'est pas ternie par le côté un petit peu mis en avant par certains, tyran sanguinaire ? Alors, les guerres de Louis XIV ont fait plus de morts que Napoléon Ier. Gengis Khan, quand il a conquis son empire, a exterminé
35 millions d'individus, lui et ses descendants. Quand vous allez en Mongolie, dans les pays, les républiques turcophones et tout, c'est le plus grand des héros, etc. Donc Napoléon, quand on replace dans le contexte, comme dit Jean Tullard, mon maître, il n'a fait qu'une chose, c'est défendre l'héritage de la Révolution contre les vieilles monarchies européennes, féodales. C'était la féodalité en Prusse, en Autriche, en Russie. Napoléon arrive avec les acquis de la Révolution, c'est l'abolition des privilèges. Il faut savoir ce qu'était une société d'ordre, de caste, d'ordre, le clergé, la noblesse. À l'époque, c'était pas du tout la même époque. Il y a 200 ans, il faut comprendre les acquis de la Révolution et de Napoléon. D'ailleurs, on dit les guerres de la Révolution et de l'Empire. On voit bien. Et puis après, quand on parle de plus d'un million, déjà les pertes françaises sont plutôt de 690 000 morts par rapport à la bataille de Verdun, c'est 500 000 morts. Je le rappelle. Oui, on va revoir aussi son parcours parce que c'était quand même, ça a été un enfant déraciné, déstructuré, tourmenté en même temps, Napoléon. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est allé ensuite essayer de construire et de mener des conquêtes, des campagnes. Napoléon, c'est l'imagination au pouvoir. C'est avant tout un créateur, un fondateur. Et oui, il a une enfance absolument traumatisante. Je vous parlais de l'école de Brienne, il va pas voir ses parents. Vous vous rendez compte, il part d'Ajaccio, le pays du soleil, il arrive dans le nord de la France, dans le ciel gris, plombé. Il vit dans une cellule de 2 mètres carrés, qui était fermée à clé chaque nuit jusqu'à l'âge de 15 ans. Il va plus jamais revoir ses parents. Son père va mourir sans qu'il l'ait revu. Donc on voit comme il a souffert, mais il prépare ce concours qu'il a du premier coup. On dit il est arrivé 57e sur 120, c'est pas très brillant. Si, parce que lui, contrairement aux autres nobles, il a le concours du premier coup. Et ensuite, bien sûr qu'il comprend que cette société de privilèges doit être renversée. Napoléon, c'est un Corse, un nationaliste intransigeant, pire que le FLNC aujourd'hui. Et à mesure qu'il s'imprègne des idéaux, des Lumières, qu'il lit Voltaire, Racine, Diderot, il va devenir plus français que les Français de souche. Oui, mais on parle beaucoup de guerre, mais est-ce qu'il n'a pas pacifié un peu la France ? Alors, pacifié, non, je n'irai pas jusque-là. C'est avant tout, Napoléon, c'est le plus grand conquérant, c'est le plus grand stratège de tous les temps. Il a remporté 40 victoires d'affilée, c'est-à-dire plus que Jules César, Hannibal et Alexandre le Grand. Donc, quand on voit, et il y a des victoires magnifiques là-bas. La victoire d'Ulm, en Autriche, en 1805, c'est une victoire sans verser une seule goutte de sang, uniquement grâce à des manœuvres militaires. C'est peut-être la plus belle des victoires de Napoléon. Non, ça reste avant tout un militaire, un conquérant, un prédateur. Il était dévoré par son ambition. Quand il voit les rois d'Espagne, quand il arrive à Madrid, il voit cette bande de dégénérés, de Bourbons dégénérés, il se dit c'est pas possible que ces gens règnent sur l'Espagne. Pour lui, c'était... Et donc il se dit voilà, je vais les renverser et mettre mon frère... Mais qu'est-ce qu'il faisait avancer? Qu'est-ce qu'il poussait? C'est une soif de revanche? Et puis une soif de revanche peut-être, parce que vous le dites très justement aussi dans le livre, quoi. Il y a eu des périodes de haine, des périodes d'orgueil, etc., qui l'ont fait avancer, quoi. Bien sûr que c'est son moteur, c'est la revanche, bien sûr, de montrer qu'il ne bénéficie d'aucun privilège. Je vous parlais de ces nobles qui rataient tous le concours de l'école militaire de Brienne. Il faut voir, sur 180, il y en avait 90 qui n'arrivaient même pas à passer le concours et qui avaient pourtant tous les droits, puisqu'avant la Révolution, avant l'abolition des privilèges, dans la nuit du 4 août 1789, c'est une société d'ordre social. Voilà, c'est ça. On me dit il était raciste. Il n'y a aucun racisme chez Napoléon. C'est une société d'ordre. Pareil, à l'époque, on pouvait côtoyer des Noirs sans aucun problème, surtout s'il était prince africain. Louis XIV devient le parrain d'un prince africain parce qu'il est prince. Pour lui, la couleur de sa peau n'avait aucune importance. Oui, et d'un point de vue génétique, vous l'évoquez aussi dans le livre, parce que c'est vrai que ses parents étaient plutôt magistrats, il n'était pas dans le militaire, bien sûr. Lui devient militaire, une stratégie militaire, à tel point qu'on s'est posé la question, est-ce que ce n'était pas un enfant illégitime, non? Oui, du comte de Marbeuf, effectivement, parce que Laetitia Bonaparte, je dois rappeler le rôle prépondérant de la mère de Napoléon. Sa mère, il a écrit cette phrase magnifique: tout ce que j'ai fait de bien dans ma vie, je le dois à ma mère. C'est sa mère qui l'a
formé, qu'il a créé, puisque son père meurt très jeune. Quand il avait 15 ans, 15 ans, effectivement. Mais en plus, c'est sa mère là qui tient la culotte dans la famille Bonaparte. C'est sa mère qui va élever ses 8 enfants. Elle va en avoir 11. 3 vont mourir en bas âge. Il faut voir comment elle menait cette famille, et c'est grâce à elle que Napoléon va devenir Napoléon. Oui, 0826 300 300 avec des auditeurs qui ont des questions à vous poser, ou des réflexions en tout cas sur Napoléon. Oui. Et c'est Florian qui est avec nous, d'Antony. Bonjour Florian. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, écoutez, moi je ne peux qu'abonder dans le sens de ce que dit Dimitri Casali, et puis revenir un peu sur toutes ces polémiques, parce que c'est un peu énervant, surtout quand on est historien. Moi je pense que, si vous voulez, c'est une guerre idéologique qui est menée. Alors, en fait, ces gens qui mènent une guerre idéologique sur Napoléon, on n'en a rien à faire de Napoléon ni d'esclavage, puisqu'il ne rappelle pas quand même que dans l'histoire, ce qu'a dit Dimitri Casali, alors ce sont les Européens qui ont les premiers aboli l'esclavage dans le monde, et que les royaumes africains et les royaumes et puis les arabo-musulmans ne l'ont pas fait, ne l'ont fait que bien plus tard. Donc d'autre part, il faudrait quand même dire que l'historiographie, l'histoire occidentale, l'histoire européenne n'a pas attendu, si vous voulez, les procès qu'ont fait Napoléon pour travailler sur ce problème de l'esclavage. Moi simplement, je voulais rappeler un certain nombre de choses sur Napoléon, qu'il n'a jamais défendu l'esclavage, bien sûr. Il a même écrit un bouquin qui s'appelle Le souper de Beaucaire. Il est très idéaliste, et il a même libéré en 1798 2000 esclaves qui étaient au bagne de Malte. Alors vous voyez pourquoi est-ce qu'on ne le rappelle pas, toutes ces choses-là. Puis d'autre part, si vous voulez, c'est vraiment un faux procès qu'on lui fait, parce que des gens qui possédaient des esclaves, il y en a eu partout dans le monde. Et moi je vais vous donner un scoop. Il y a quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est Mahomet. Et Mahomet, il possédait des esclaves. Donc ce serait un criminel contre l'humanité, bien évidemment. Voilà. Donc moi ce qui m'énerve un peu, si vous voulez, c'est que en fait on ne vise pas Napoléon, on ne vise pas l'Empire, on vise l'histoire. C'est ça qui m'inquiète beaucoup. On vise la France. Et alors, bien sûr, la France, bien évidemment. Oui, bien sûr, la France, mais oui, alors bien sûr, la France, mais pas uniquement la France. Moi, je pense ceux qui font ça ne veulent plus d'histoire, parce qu'ils ont beaucoup de choses eux-mêmes à se reprocher, en particulier l'esclavage. Ouais. On est dans la recherche plus de l'accusation aujourd'hui, et on se met dans une position victimaire plus que toute autre chose, quoi, de mettre en relief un certain nombre d'avancées qui ont pu exister. Bon, il faut voir les points noirs aussi quand il y en a. C'est vrai, Dimitri. L'histoire n'est pas toute blanche, elle n'est pas toute noire, elle est grise, et c'est cette complexité qui la rend passionnante, justement. On ne juge pas l'histoire, et surtout pas avec les yeux d'aujourd'hui. On voit bien que c'est une immense ignorance qui règne. Mais bien sûr que le cran, SOS Racisme, Lilian Thuram, Christiane Taubira, tous ces gens, Françoise Vergès, sont animés par justement cette volonté, justement, c'est devenu leur fond de commerce, l'anticolonialisme. Il peut y avoir un petit peu de soif de revanche aussi, peut-être, non ? Un peu comme Napoléon a été guidé par ça aussi à un moment donné, mais lui, c'était sur son enfance, quoi. Soif de revanche, on voit bien qu'ils ont trouvé une faille, que le gouvernement, justement, Hollande et Macron leur donne un piédestal, justement, sont prêts, et tout ce qu'ils recherchent, c'est de l'argent, c'est des dommages et intérêts. Quand on regarde les affaires du cran, tout est sombre, tout est magouille, tout est Louis-Georges-Tin. Si vous saviez ce qui se passe derrière, c'est trouble. C'est trouble. Il y a sans lui donner la parole. Il y a des histoires de gros sous. Je l'ai plusieurs fois affronté sur les tableaux. Dès que je dis justement tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent, toujours l'argent, encore l'argent. Et on voit bien que le gouvernement, avec la Fondation pour l'esclavage, avec Jean-Marc Ayrault à sa tête qui trône. Non, mais Jean-Marc Ayrault, il a été marqué aussi par ses années à Nantes. Maire de Nantes. Non, mais de maire de Nantes, oui, où c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de commémorations et que Nantes a joué un rôle, quoi, aussi. 43% de la traite passée par Nantes et non pas Bordeaux. Mais là où c'est rigolo, enfin c'est presque comique, Alain Juppé a fait mea culpa, Bordeaux, port négrier et tout, c'est complètement faux. Bordeaux pratiquait le commerce en droiture, alors que c'est Nantes qui pratiquait le commerce triangulaire. Donc vous voyez, tout ça c'est une immense ignorance, les gens ne savent pas ce qui se passait exactement, et puis au lieu de s'occuper des esclaves d'il y a 2 siècles, on ferait mieux de s'occuper des 40 millions d'esclaves recensés dans le dernier rapport de l'ONU, de la Mauritanie à la
au Pakistan. Il faut voir ce qui se passe aujourd'hui en Libye, par exemple. Et là, le CRAN, SOS Racisme, Lilian Thuram ne font rien pour aller sauver les esclaves de Mauritanie au Pakistan. Ouais. Allez, on leur posera la question aussi. On poursuit avec vous Napoléon, donc dans l'intimité d'un règne, un ouvrage qui est absolument magnifique, incroyable. Les petits secrets de Napoléon et d'autres, et beaucoup de facsimilés, ce que vous dites, des lettres, beaucoup de reproductions. Non, mais c'est vrai, c'est bien fait pour les enfants, mais également pour les grands, parce que ça. Ah oui, c'est quand même avant tout pour les adultes. Oui. Ah bah non, c'est pour la famille. Voilà, c'est pour la famille, pour que chaque famille française puisse à nouveau être fière de son histoire. Hors du commun de ce petit caporal corse, Napoléon, dans l'intimité d'un règne, et vos appels 0826 300 300. Oui, avec Dimitri Casali, on a parlé beaucoup de Napoléon, sa jeunesse à l'instant, ensuite ses conquêtes. Il y a Napoléon et donc les femmes, là vous l'avez évoqué aussi avec Cécile tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il avait un côté misogyne. Et il avait aussi quand même un problème avec ses conquêtes, si je puis dire aussi féminines, avec Joséphine. Ça a été compliqué quand même, cette organisation un peu de vie, la recherche d'un enfant, pas d'enfant, donc la nécessité d'un divorce. Ouais. Napoléon et les femmes, c'est tout un... Voilà, j'ai écrit Sexe et pouvoir, je connais bien le sujet. Napoléon, c'est donc un militaire, il ne connaît absolument pas les femmes. Il les trouve vraiment étranges dans leurs réactions, bizarres. C'est vrai qu'il existe un éternel mystère féminin aussi, c'est pas facile. Et ensuite, bien sûr, là, sa première grande histoire d'amour, il a aimé deux femmes, c'est Joséphine et Marie Walewska, et jusqu'au bout. C'est quand même des histoires magnifiques aussi, il faut le dire. Mais Joséphine l'a fait tourner en bourrique, n'a pas arrêté de le tromper dans un premier temps, et ensuite le couple s'est renversé puisque c'est Joséphine qui est devenue plus amoureuse que Napoléon l'était. Et à mesure, ce qui est fascinant dans l'histoire de Napoléon et les femmes, c'est à mesure qu'il devenait impérial, empereur des Français, que son pouvoir augmentait. La fascination. Sa libido sexuelle augmenter aussi, parce qu'au début il s'intéresse absolument pas au sexe, aux femmes, ça l'intéresse absolument pas, et à mesure qu'il devient surpuissant, Nietzsche dit que c'est le surhomme par essence, là il commence à s'intéresser à ces femmes qui à la cour des Tuileries se jettent à ses pieds pour avoir une nuit avec l'empereur. Il faut voir quand même ce qui se passe à la cour impériale, les femmes tout de suite savent qu'elles seront couvertes de bijoux, elles auront un château, et donc on le voit souvent avec les chefs d'État. Avec les chefs d'État, il ne faut pas se leurrer. Rétroactif sur les présidents de la Ve République d'avant, on voyait que absolument. Donc on me dit que Napoléon est profondément misogyne. Non, il voit aussi que certaines femmes, pas toutes bien sûr, pas toutes heureusement d'ailleurs. Et Marie Walewska va être son second grand amour, et c'est grâce à elle aussi qu'il va recréer la Pologne. Là, il faut voir Napoléon à l'étranger quand même. L'hymne polonais aujourd'hui, quand vous voyez une équipe de foot polonaise chante gloire à Napoléon, tu nous as montré le chemin. C'est ça aussi Napoléon. Il faut mais c'est venu bien sûr de ce mariage, non par rapport à la Pologne. Non de sa volonté de recréer une Pologne forte face à la Russie. La Russie, les Polonais et les Russes, c'est des ennemis héréditaires. Et il savait que Et la Pologne a toujours été. Il connaissait l'histoire de France par cœur. L'amitié franco-polonaise ne date pas de Napoléon. Elle date d'Henri III et du XVIe siècle. Vous voyez, c'est ça. Il savait s'inscrire dans l'histoire immémoriale française. Vous en parlez dans le livre de son incroyable popularité, parce que c'est vrai que juste avant d'abdiquer, finalement, il était extrêmement populaire. Alors j'imagine que c'est ce que rêveraient d'avoir certains de nos politiques aujourd'hui, mais qu'est-ce que finalement, quelle image ils avaient de lui ? Populaire donc auprès des paysans et des ouvriers. Absolument. C'est ça Napoléon, on croit. Alors bien sûr, les notables, la bourgeoisie va le lâcher à partir des défaites de la campagne de France 1814. On voit bien que les notables lâchent complètement, et d'ailleurs la déchéance va être votée par le Sénat on voit bien que c'est pas non plus un dictateur, un régime autoritaire, puisque c'est quand même le Sénat, je rappelle, qui va voter la déchéance de l'empereur en 1814. Mais auprès des paysans et des ouvriers, il va garder les ouvriers, c'est l'époque, l'âge d'or des ouvriers, puisqu'ils sont payés le double ou le triple, les salaires augmentent sous son règne, et bien sûr, il sait très bien, c'est le premier
propagandiste, publicitaire, manier son image de proche du peuple. Il est proche, on va le voir dans la légende dorée, puisqu'après il va avoir une légende dorée. On voit bien que le peuple, le petit peuple, reste proche de l'empereur. Il aurait été social-démocrate aujourd'hui ? Alors son neveu Napoléon III est à redécouvrir aussi, parce que Napoléon III c'est un véritable empereur socialiste. Il est véritablement socialiste. Mais c'est pour ça que c'est compliqué le bonapartisme, parce que c'est basé sur l'appel au peuple. On voit très bien que le général de Gaulle va se servir pour voter la Ve République, de cet appel au peuple grâce au référendum. Donc Napoléon lui base les constitutions de l'Empire sur le plébiscite. Il va avoir 4 plébiscites durant son règne, et la plupart vont être totalement à 50%, il va repasser haut la main bien plus haut que Macron, par exemple, ça c'est sûr. Est-ce que Napoléon était un Européen avant l'heure ? Il avait la volonté ou pas Non. Alors, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire, donc il veut créer une Europe forte. Autour de la France, bien sûr. La France doit dominer, c'est ça, il doit dominer l'Europe. Et malheureusement, il y avait une carte à jouer avec l'Allemagne jusqu'en 1806 qu'il va gâcher, parce qu'il va se tromper. Napoléon va faire beaucoup d'erreurs aussi. Et cette amitié franco-allemande qu'on voit à travers les duchés de Bade, de Wurtemberg, qui s'en fout. Quand on voit les soldats du Wurtemberg partir en Russie en 1812, ils sont plus galvanisés par leur empereur que les soldats français eux-mêmes. C'est fou. Et quand il arrive à Madrid, tout ça, il arrive quand même à abolir l'Inquisition. Napoléon, c'est la modernité. L'Inquisition espagnole qui trucidait les hommes et les femmes au nom de la religion catholique, c'est Napoléon qui met un point final. Pareil pour le grand consistoire juif, c'est pour ça que les juifs l'aiment autant. C'est lui qui va apporter cet équilibre en tapant le poing sur la table. C'est ce qu'il nous faudrait justement pour le concordat, les règles de la religion, c'est lui. Et puis même s'il avait certaines sympathies aussi, on le voit durant l'Égypte, pour l'islam. Alors l'islam, c'est pas une sympathie, il trouve Mahomet fascinant. Mais ce qui l'intéresse chez Mahomet, c'est le conquérant. C'est le conquérant, le pouvoir qui va pouvoir conquérir tout l'ancien empire byzantin. Pour lui, ça le fascine. Oui, alors est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'événements à l'occasion du bicentenaire de sa mort, 5 mai 1821. On le rappelle donc le 5 mai 2021. Là. Malheureusement, tout est gâché, encore une fois, par le Covid, la crise sanitaire. La crise sanitaire, puisqu'il y avait pas mal d'événements importants qui étaient prévus aux Invalides le 5 mai, dans un défilé de près de 2000 reconstituants. Il y avait moi-même, avec mon opéra rock sur Napoléon, j'avais 3 concerts à Ajaccio, dans le sud de la France. Tout est annulé constamment, et c'est bien dommage, parce qu'il faut absolument apprendre à nos jeunes générations qui était Napoléon. Napoléon, c'est un carrefour d'énergie. C'est aussi, je vous dis, un principe intégrateur, mais c'est aussi un modèle pour nos enfants. Et les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes Français, ont besoin de modèles. Je dis pas que c'était un héros, puisqu'il avait aussi ses mauvais côtés. Difficile peut-être pour certaines générations de se retrouver dans Napoléon. Parce qu'en histoire, est-ce qu'il a été, entre guillemets, bien enseigné ces dernières années ? Non. Jusqu'en 2005, il était correctement enseigné. Moi, j'étais professeur sur le terrain. J'ai bien vu que la réforme du programme d'histoire de Sarkozy, d'ailleurs, c'est à cette époque que j'ai percé, puisque j'ai écrit des livres en 2008-2009. Les réformes des programmes scolaires ont été catastrophique. Ça s'est fait sous un gouvernement de droite, il faut le rappeler quand même. Ça s'est pas fait sous alors un gouvernement. Alors que Nicolas Sarkozy, beaucoup de unes, de journaux, de magazines, on s'en souvient, comparaient Sarkozy à Napoléon. Bien sûr, mais il a lâché complètement les programmes scolaires à des idéologues. Cette volonté de déconstruire l'histoire, on la sent très bien dans les pédagogistes, les fameux pédagogistes de l'éducation nationale. C'est pas un rêve, ils étaient surpuissants à l'époque de Sarkozy, et ils sont moins bien puissants aujourd'hui grâce à Jean-Michel Blanquer. Il faut lui rendre grâce. Merci beaucoup Dimitri Casali, historien spécialiste de Napoléon, avec cet ouvrage qui est absolument formidable. Magnifique. Napoléon dans l'intimité d'un règne, aux éditions Larousse, qui est en vente d'ores et déjà dans les librairies, et évidemment aussi sur le digital et le numérique. Et on reparlera avec vous de Napoléon à cette occasion début mai, évidemment, sur Sud Radio. Vous serez notre invité. Vous allez être d'ailleurs dans quelques jours invité de Dédé Berkoff, la mi-journée. Avec grand plaisir. Entre midi et 14h. Dédé Berkoff, qui au passage, d'ailleurs, je le souligne, parlera tout à l'heure aussi de Bernard Tapie, qu'il a eu au téléphone après l'agression de ce week-end.